c'est clairement la volonté d'assumer le fait que la Chine est une dictature, donc une dictature effectivement sans complexe, mais aussi des formes de démocratie dans la manifestation sur les réseaux sociaux de mécontentement autour de grandes questions liées à l'écologie, par exemple. On en parle moins, sans doute, parce qu'à première vue, la Chine est un partenaire commercial de choix. Mais le pays reste une dictature. Ce n'est pas une dictature en clair, c'est ce que j'ai voulu dire. C'est pas une dictature. Non, je ne considère pas que ce soit une dictature. Mais en même temps... La Chine n'est pas une dictature. Non, c'est pas pour moi, ce n'est pas une dictature. Et Xi Jinping pourra donc rester plus de 10 ans au pouvoir. C'est une mini-révolution. Oui, la dictature est annoncée pour lundi prochain. Voilà qui rappelle très précisément ce qu'est la Chine dans ses gènes. C'est une dictature. C'est une dictature qui ne tolère pas l'opposition, la contradiction. La Chine est-elle une dictature, Jean-Pierre? La Chine est en voie d'apaisement. Elle a quitté la route de la dictature. Il y a encore un certain nombre de traces aujourd'hui, mais la Chine connaît un certain nombre de progrès. Bon alors la Chine, dictature ou pas? Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. La Chine, en forme longue, République populaire de Chine, est l'un des pays d'Asie de l'Est. Le pays est peuplé d'environ 1,5 milliard d'habitants, et sur une population mondiale s'élevant au 1er janvier 2019 à environ 7,6 milliards d'êtres humains, on peut donc certifier que près d'un humain sur 5 est chinois. Si on voulait aller plus loin, on pourrait même ajouter qu'un autre habitant sur 5 est indien. Ouais, ça veut dire que 40% de la population mondiale habite dans seulement 2 États. Pardon? L'Europe? Avec 750 millions d'individus, on ne représente finalement que 10% de l'humanité, et ce chiffre a tendance à baisser à cause du poids croissant de l'Inde, mais aussi de l'Afrique, et aussi parce que certains États européens, comme l'Allemagne, la Grèce ou l'Italie, ont une croissance démographique négative. Donc, avec son 1,5 milliard d'habitants, la Chine est, pour peu de temps encore, le pays le plus peuplé du monde, et compte 8 agglomérations de plus de 10 millions d'habitants. La France, ce sont des mégapoles dont la capitale, Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen ou Chongqing, ainsi que plus de 30 villes d'au moins 2 millions d'habitants. C'est aussi l'un des pays les plus grands de la planète, avec une superficie de 9 596 961 km². C'est très précis. La Chine possède une frontière avec 14 voisins, 17 en incluant les frontières maritimes. Voilà pour la carte d'identité rapide du pays. Mais avant de se demander si la Chine est effectivement une dictature ou non, ça peut être intéressant de rappeler ce qu'est une dictature. Ce dont on est sûr, c'est que la simple définition d'un mot tel que celui-ci s'avère très compliquée. Par exemple, durant l'Antiquité romaine, la dictatura ne dure en théorie que 6 mois et les pouvoirs du dictateur sont sans limite dans l'objectif de résoudre une crise. Bon, bizarrement, la dictature romaine est abolie après l'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ, qui s'était fait nommer dictateur à vie. La notion de dictature a évolué avec le temps et est devenue très différente aujourd'hui, excepté sur un aspect, le caractère exceptionnel et anormal du régime politique. Selon l'encyclopédie Universalis, la dictature est un régime politique autoritaire, établi et maintenu par la violence, à caractère exceptionnel et illégitime. Elle surgit dans des crises sociales très graves, où elle sert soit à précipiter l'évolution en cours, ce sont les dictatures révolutionnaires, soit à l'empêcher ou à la freiner, ce sont les dictatures conservatrices. Il s'agit en général d'un régime très personnel, mais l'armée ou le parti unique peuvent servir de base à des dictatures institutionnelles. À cette définition s'ajoute le contrôle des médias, de la jeunesse, de l'éducation, de toute la société dans sa globalité. Au XXe siècle ou encore aujourd'hui, la définition est changeante et s'applique différemment suivant le pays étudié. Néanmoins, aujourd'hui, on peut retenir 5 grandes caractéristiques d'une dictature, à savoir un chef d'État tout-puissant qui contrôle la totalité des pouvoirs, l'absence d'élections libres, qui se traduit souvent par une répression des opposants, le non-respect de la liberté de la presse et d'autres libertés fondamentales, et enfin, le non-respect de l'état de droit, c'est-à-dire que la Constitution qui définit le fonctionnement de l'État est régulièrement bafouée et que des lois dites d'exception sont mises en place. Alors, retournons en Chine. Le président actuel, Xi Jinping, est né le 15 juin 1953 à Pékin et plutôt au bon endroit. Xi est ce qu'on appelle un prince rouge, qui désigne les descendants des hauts dirigeants du parti communiste chinois, le PCC.
À sa naissance, son père est un vice-premier ministre du régime de Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire de Chine en 1949. Mais les choses tournent mal alors que le petit Si est âgé de 9 ans. Mao désigne son père comme un ennemi du peuple et est accusé de complot contre le parti. C'est le début d'une grande purge qui culmine pendant la révolution culturelle entre 1965 et 1969, qui vise à restaurer l'autorité de Mao sur le PCC et sur le pays, le tout en s'appuyant sur les gardes rouges, des collégiens, des lycéens et des étudiants qui persécutent tous ceux qui représentent la bourgeoisie et la culture traditionnelle chinoise. Si, 15 ans, fils d'un homme politique déchu, est envoyé à la campagne pour rééducation, pour vivre à la dure. Pour ne pas être tué, et comme son père est condamné comme anti-révolutionnaire, il doit se montrer bien plus révolutionnaire que les autres pour survivre. Aujourd'hui, il a fait de cet épisode un argument politique, il y a même un musée dans la ferme où il a vécu, et il revendique cet héritage populaire. Après la mort de Mao, son père est réhabilité. Si monte alors les échelons du parti un à un. Il adhère au PCC en 1974, devient premier secrétaire d'un district, gouverneur d'une province, secrétaire du parti dans une autre province, membre du comité permanent du parti en 2007. Rappelez-vous de ce comité permanent parce qu'on va y revenir souvent. En gros, ce sont les 7 personnes qui dirigent le PCC et donc la République populaire de Chine. Vice-président de la République en 2008, secrétaire général du parti en 2012 et enfin président de la République depuis le 14 mars 2013. La Chine va prendre une position centrale dans le monde et apporter une plus grande contribution à l'humanité. C'est Xi Jinping qui l'assure alors qu'il devient président à vie. Bon alors la Chine, dictature ou non? Pour répondre à cette question, eh bien reprenons les 5 grandes caractéristiques que j'ai dit tout à l'heure. Un chef d'État tout-puissant qui contrôle la totalité des pouvoirs. Ici, une différence subtile est à souligner. La Constitution de la République populaire de Chine définit cette dernière comme un État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans. Le préambule de la Constitution spécifie depuis 2018 le rôle dirigeant du Parti communiste chinois et continue de citer officiellement le marxisme-léninisme comme idéologie de référence de l'État. Si vous avez rien compris, c'est normal. Concrètement, cela signifie que c'est le PCC, le Parti communiste chinois, qui dirige la Chine, et à la tête de ce parti, on trouve, rappelez-vous, le fameux comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois. Composé de 7 membres, ce comité permanent dirige véritablement le pays. Le secrétaire général, qui est le poste le plus élevé du parti, est également le chef de l'État, Xi Jinping. Les organes du pouvoir d'État sont au nombre de 3. Premièrement, l'Assemblée nationale populaire, l'ANP, aux mains du PCC puisqu'il dispose de la majorité absolue. 2119 députés sur 2980 en mai 2019. Et là, normalement, vous êtes en train de vous dire... Rien. Ils n'ont pas tous les députés à l'Assemblée, donc... Attends, cela se pourrait-il qu'il y ait plusieurs partis politiques en Chine? Eh oui, la Chine est officiellement un pays multipartite. Oh, c'est un signe démocratique, ça, non? Non, pas du tout. Tous ces partis, 8 au total, ont été formellement autorisés à exister par le Parti communiste, qui s'assure qu'ils ne prennent pas trop de place dans l'appareil politique, notamment grâce à une propagande omniprésente. Le Parti démocrate chinois a par exemple été interdit par le Parti communiste en 1998. L'ANP se réunit chaque année environ 2 semaines et approuve les nouvelles grandes lignes politiques, les lois ou encore le budget. Deuxième organe du pouvoir d'État, le président de la République populaire de Chine, qui est également le secrétaire général du Parti communiste chinois. Formellement, le président est élu par l'Assemblée nationale populaire en accord avec l'article 62 de la Constitution. Dans la réalité, cette élection tombe dans la catégorie des élections avec un seul candidat proposé par le Parti communiste. Troisième et dernier organe du pouvoir d'État, le Conseil des affaires de l'État, une sorte de gouvernement chapeauté par un Premier ministre formellement approuvé par l'Assemblée nationale populaire sur la nomination du président. En pratique, le Premier ministre est toujours un membre du puissant comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois et bien souvent le numéro 3 dans la hiérarchie du PCC. Quant au pouvoir judiciaire, selon la loi constitutionnelle de la Chine, celle-ci n'adopte tout simplement pas le principe de séparation des pouvoirs comme dans les pays démocratiques modernes. Au plus haut niveau se trouve la Cour populaire suprême qui ne jouit pas d'un pouvoir séparé et indépendant, mais est soumise au contrôle de l'ANP, dirigé lui par le Parti communiste. Le pouvoir est donc en totalité dans les mains du PCC. L'absence d'élections libres. Si l'Assemblée nationale populaire est effectivement élue, c'est de manière très indirecte et assez floue. Le PCC y est en écrasante majorité et fait en sorte de le rester.
Quant aux élections présidentielles, le président est aujourd'hui également le secrétaire général du Parti communiste, et pourtant, selon la Constitution, l'Assemblée nationale populaire est, en théorie, l'organe législatif suprême qui a le pouvoir d'élire et de démettre le président. En pratique, le futur président est présenté à l'Assemblée par le, encore une fois, comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, encore lui, puis l'Assemblée vote ensuite pour le candidat. Ce dernier étant seul candidat, Xi Jinping obtient en 2013 un taux d'approbation de, tenez-vous bien, 99,86%, un député ayant voté contre lui et 3 autres s'étant abstenus. Quoi, ça vous impressionne? Attendez l'élection de 2018, il obtient un taux d'approbation de 99,96%, un seul député parmi les 2980 ayant voté contre Xi Jinping. L'ensemble des ministres et des conseillers sont nommés par le Premier ministre, lui-même nommé par le président et approuvé par l'Assemblée. Une répression des opposants. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Xi Jinping veut éradiquer en Chine toute forme de contestation. Selon Amnesty International, de nombreux militants pour les droits de l'homme sont emprisonnés pour des motifs obscurs, à l'image de 11 militants arrêtés en juin 2018 pour avoir commémoré la répression de Tiananmen de 1989. La plupart d'entre eux ont été accusés d'avoir, je cite, « cherché à provoquer des conflits et troubler l'ordre public ». Il est également facile de disparaître en Chine. Ainsi, en février 2009, Gao Gao, avocat et dissident chinois spécialisé dans les droits de l'homme, connu pour avoir défendu des militants et des minorités religieuses et pour avoir fait état de violations des droits de l'homme en Chine, disparaît. Pouf! Sa famille reste sans nouvelles de lui pendant plus d'1 an. Après une longue période de détention durant laquelle il affirme avoir été torturé, il est finalement libéré en 2014 et assigné à résidence. Bon, ça finit bien. Il disparaît de nouveau en août 2017. Pouf! Ses proches apprennent par la suite qu'il est détenu par les autorités, mais personne ne sait où, ni dans quelles conditions. Et là, ce ne sont que 2 exemples parmi tant d'autres, le plus connu étant Liu Xiaobo. Alors en détention en 2010, il se voit attribuer le prix Nobel de la paix pour son long combat non violent pour les droits humains fondamentaux en Chine. Alors qu'il est toujours en détention en mai 2017, un cancer du foie en phase terminale lui est diagnostiqué. Il est finalement placé en liberté conditionnelle le 26 juin afin d'être soigné à l'hôpital de Shenyang, dans le nord-est de la Chine. Bon, en gros, ça veut dire qu'il est emprisonné à l'hôpital. Hôpital où il meurt le 13 juillet. Xi Jinping a ainsi éliminé tous ses opposants politiques sous couvert d'une grande campagne de lutte contre la corruption qu'il ne manque pas de rappeler lors de ses différents discours. Ce ne sont pas moins de 1,5 million de cadres du parti qui ont été décrétés corrompus. Le non-respect de la liberté de la presse et d'autres libertés fondamentales. En 2018, les 3 principaux médias du pays, la télévision CCTV, Radio Chine Internationale et la Radio Nationale Chinoise, ont été regroupés sous La Voix de la Chine. Ce super média est directement contrôlé par le département central de la propagande et donc sous la houlette du parti au pouvoir. Le président Xi Jinping attend des journalistes, je cite, « une loyauté absolue ». En 2016, lors d'une visite très médiatisée de la CCTV, il leur avait adressé ce message. « Vous devez aimer le parti, protéger le parti et suivre la ligne du parti. » Beau programme! Pour ce faire, les médias chinois reçoivent quotidiennement des instructions de la part des responsables de la censure, précisant les sujets à interdire, ceux à traiter et même ceux à mettre en avant. Et ça, c'est China Digital Times qui le dit, un site spécialisé dans le suivi de la censure en Chine. Dans ce pays, listé 176e sur 180 dans le classement 2018 de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières, des dizaines de journalistes et de blogueurs sont en prison pour avoir résisté aux ordres du département de la propagande du comité central du parti. Le ministère de la Sécurité publique a mis en place en 2000 un vaste projet de télésurveillance en réseau appelé Bouclier d'or. Ainsi, des centaines de sites internet sont bloqués en Chine. Parmi les plus connus, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Snapchat, SoundCloud, Google, Netflix, YouTube, tous les sites de médias étrangers et tous les sites pornographiques. Ouais, la pornographie est interdite en Chine. Bon, on peut accéder à tous ces sites avec un VPN, hein. Quoi? Vous attendiez une pub pour NordVPN? Eh ben non! Tous ces services sont remplacés par d'autres, comme Weibo, WeChat, Baidu ou Youku, chinois, bien évidemment. Sauf la pornographie, parce que c'est toujours interdit. Et sur ces plateformes de remplacement, il faut faire attention à ce que l'on écrit. Une recherche sur le Tibet vous amène par exemple à des sites contrôlés par l'État. Aucun des résultats proposés ne contestera l'action de la Chine à cet endroit du globe. Ainsi, le site China Digital Times a publié une liste régulièrement mise à jour de ces expressions censurées en Chine.
On y retrouve des formules presque évidentes comme « je m'oppose »,« roi autoproclamé »,« désaccord »,« empereur »,« contrôle à vie » ou encore Disney et Winnie l'ourson à qui Xi Jinping ressemblerait. Et ouais, interdit de trouver Winnie l'ourson en Chine. Mais aussi des expressions moins communes comme la lettre N temporairement bloquée alors que Xi Jinping était élu pour un nouveau mandat, parce qu'elle serait une référence à N mandats où N signifierait un chiffre au-dessus de 2. Le nombre maximum de mandats jusqu'au fameux changement de constitution de 2018. On en reparlera dans la 5e partie. En 2012, une étude des sites de réseaux sociaux menée par des chercheurs d'Harvard montre que 13% des messages postés sur Internet sont bloqués. La Chine emploie une police d'Internet qui comprend entre 30 000 et 40 000 agents assistés d'environ 280 000 honkers qui sont des internautes chinois, bénévoles ou salariés, chargés d'orienter les débats dans les forums et, le cas échéant, de dénoncer les internautes qui s'éloignent un petit peu trop de la ligne officielle du parti. Selon un rapport de l'agence de presse officielle Xinhua, le gouvernement chinois a fait fermer plus de 13 000 sites en 3 ans entre 2014 et 2017. Et le gouvernement se cache même pas de cette censure. Officiellement, il s'agit de protéger le peuple des mauvaises influences extérieures, le porno, les incitations à la violence, les attaques à la réputation des organisations d'État, le terrorisme, la religion, les jeux d'argent, etc. Et le saviez-vous? Les marques elles-mêmes ne souhaitent pas se priver du plus grand marché du monde et jouent le jeu de la censure. Dans un contexte de tension entre Taïwan et Pékin durant l'été 2018, Apple a par exemple accepté de censurer le drapeau taïwanais et le mot Taïwan de ses iPhones chinois. Bon, ce qui les a fait bugger par la même occasion. Google ou encore Yahoo tentent de lancer une version censurée de leur moteur de recherche en Chine. Et même alors que j'étais en train de préparer le script de cette vidéo, l'épisode 1 de la saison 8 de la série événement Game of Thrones est sorti. Et alors que nous, l'épisode a duré 54 minutes, les Chinois ont eu une version amputée de 11%. 6 minutes ont été censurées par Tencent, le distributeur de la série en Chine, où HBO n'est évidemment pas disponible. On y a enlevé les scènes de violence, de sexe et celles comportant des expressions grossières, faisant de Game of Thrones un magnifique documentaire médiéval. Vous vous dites que ça va loin? C'est pas fini. Cette surveillance des citoyens n'est pas uniquement virtuelle, mais prend également place dans la vie réelle, au travers de millions de caméras de vidéosurveillance installées un peu partout. Attention, voici la question. D'ici 2020, combien de caméras de vidéosurveillance compte faire installer la Chine? Réponse A, 4000. Réponse B, 40 millions. Réponse C, 400 millions. Réponse D, 4 milliards. Ça fait beaucoup quand même, milliards. Je sais pas, tu penses quoi toi? Moi je prendrais plutôt la D. La réponse D? Il vous reste un joker si vous voulez. On va prendre le 50-50. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ordinateur, enlevez 2 mauvaises réponses s'il vous plaît. Bon, je te fais confiance. On choisit 400 millions. 400 millions? Allez. La réponse C. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. D'ici 2020, combien de caméras de vidéosurveillance compte faire installer la Chine? La bonne réponse était 400 millions, bravo! Et ouais, pas moins de 400 millions de caméras de vidéosurveillance vont être installées d'ici 2020, soit une caméra pour 3 habitants. Et la plupart équipés d'un système de reconnaissance faciale. Les individus sont donc pistés dans leur vie de tous les jours, à tel point que la Chine a mis en place le crédit social. Souriez, vous êtes notés. Grâce à la reconnaissance faciale et aux réseaux sociaux, toutes les données personnelles des Chinois sont archivées. À chaque moment et à chaque endroit, un œil vous surveille, ce n'est pas celui de Moscou, mais celui de Pékin. Chaque citoyen dispose d'un capital de 1000 points, et à chaque action dans sa vie privée ou professionnelle, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, il risque des sanctions ou des récompenses, et donc des gains ou des pertes de points, faisant de lui un bon ou un mauvais citoyen. Ce système permet de déterminer si un citoyen a le droit de voyager à l'international et même à l'intérieur du pays. C'est dans ce bâtiment que des agents de l'État évaluent les comportements de chacun dans la vie de tous les jours, au travail, sur Internet ou au volant de leur voiture. Les citoyens les mieux notés ont des réductions sur leurs factures d'eau ou d'électricité et obtiennent des prêts à la banque plus facilement. Mais ceux qui sont mal notés peuvent eux se voir interdire d'acheter des billets de train ou d'avion. J'essaye de payer, et là il est écrit « Le passager Liu Yu a été listé comme une personne malhonnête. Vous ne pouvez pas acheter de billets d'avion pour le moment. » De plus, si votre note est mauvaise, certaines professions vous seront interdites.
Il s'agit pour le pouvoir chinois d'inciter chaque individu à se contrôler soi-même, non pas seulement par la peur d'être sanctionné, voire emprisonné, mais par une incitation à adopter un comportement honnête et responsable. En d'autres termes, faire du civisme une norme assez contraignante mais légitime qui permette de dominer les individus jusque dans la sphère privée, qu'elle soit virtuelle ou réelle. Et pour terminer cette partie déjà bien longue, il semble utile de rappeler l'article 35 de la Constitution chinoise. Les citoyens de la République populaire de Chine disposent de la liberté de parole, de presse, de réunion, d'association, de défilé et de manifestation. C'est bon à savoir. Le non-respect de l'état de droit, c'est-à-dire que la Constitution qui définit le fonctionnement de l'État est régulièrement bafouée et que des lois dites d'exception sont mises en place. À 66 ans, le président chinois à la tête du pays depuis 2013 pourra rester à la tête de l'État au-delà du terme prévu de 2023. Par 2958 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, les députés de l'Assemblée nationale populaire ont, sans surprise, voté le 11 mars 2018 un changement de la Constitution qui limitait auparavant les mandats présidentiels à 2 fois 5 ans, offrant ainsi à Xi Jinping la possibilité de rester au pouvoir bien plus longtemps que prévu. Mais ce n'est pas tout, et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'article 1er de la Constitution est également modifié pour y faire figurer le rôle dirigeant du Parti communiste chinois. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ces 3 petits mots ont une conséquence incroyable. Concrètement, cela peut laisser entrevoir une recrudescence de la répression à l'encontre des opposants au régime, qui pourraient se voir accusés d'atteinte à la Constitution pour avoir simplement contesté la mainmise du PCC sur le pouvoir. En conclusion, au vu des critères choisis dans cette vidéo pour définir une dictature, on peut peut-être affirmer que la Chine en est une. Néanmoins, si on regarde la définition d'universalis, le régime chinois n'y correspond pas vraiment en totalité. Donc la Chine n'est pas une dictature ? Malheureusement, cette vidéo ne se terminera pas avec une réponse claire. Oui pour certains, non pour d'autres. Comme je l'ai dit, la définition de dictature est plurielle. Il est toutefois universellement reconnu que la Chine n'est en 2019 pas un pays démocratique. C'est un pays qui tend vers l'autoritarisme et même vers le totalitarisme lorsque l'on constate ce faux pluralisme politique à l'ANP. Néanmoins, peu d'hommes politiques seront d'accord avec ce constat de manière publique. Deuxième partenaire commercial de la France à l'importation en 2017, premier de l'Union européenne en 2016, il vaut mieux éviter de fâcher les camarades. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, elle a nécessité un travail de recherche de folie et j'espère que le résultat vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Merci également à Humanity.tv qui a sponsorisé cette émission. J'ai appris tellement de choses sur la Chine en préparant ce script, c'est un truc de malade. Et c'est parce qu'ils m'ont inspiré ce sujet. Encore une fois, je vous invite à aller y faire un tour et au pire, si ça ne vous convient pas, au bout d'un mois gratuit, vous partez. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous, donc rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.